le rapport bénéfice-risque, il faut lire les livres de Michel Delorgerie, là, il a étudié ça, il a passé des années, voilà. On ne peut pas vous dire ça en 2 minutes, hein. On ne peut pas vous dire ce qu'on pense des vaccins. Non, mais c'est l'EMCIB aussi. Voilà, sur l'EMCIB, donc moi je fais partie de l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, l'EMCIB. Ça existe depuis 2016, 2015. Et donc il y a beaucoup d'articles, en particulier sur le garde d'asile pour les adolescents. Oui. Parce que celui-là, il n'est pas obligatoire. Donc il faut se battre en priorité sur ceux qui ne sont pas obligatoires. Hein. Le garde d'asile pour les adolescents. Attends, je finis. Le garde d'asile pour les adolescents, le Beyfortus anticorminal pour les bébés dès la naissance, contre la bronchiolite, c'est pas obligatoire, mais c'est dangereux aussi. Et là, vous avez entendu parler du chikungunya pour les gens qui sont dans les dom-toms, où il y a des morts. Ils attendent qu'il y ait encore plus de morts pour arrêter le vaccin. Donc il faut déjà se battre sur ce qui est recommandé et pas obligatoire. Après, l'étape après, c'est de faire les deux obligations. Excusez-moi, justement par rapport à la guerre d'asile, si je ne me trompe pas, c'est un vaccin pour le cancer du col de l'utérus. Oui, mais pourquoi alors on va vacciner les garçons? Alors, comme ils veulent faire le plus de profit, ils ont doublé le chiffre d'affaires. Ils ont trouvé aussi que ça pouvait protéger contre le cancer de la gorge chez les garçons, suivant leur pratique sexuelle. Voilà. Mais ça, c'est encore plus loufoque que le cancer de l'utérus, parce qu'il doit y avoir, je ne sais pas, quelques cas par an, il y a une mortalité qui est très faible. C'est vraiment avoir des statistiques précises de ce qui se passe. C'est juste pour augmenter le chiffre d'affaires. Hein. Si on vaccine les garçons et les filles plutôt que les filles, ça fait double. Voilà. Donc là, c'est plus de la médecine, c'est du business. Mais c'est toujours d'abord du business. C'est toujours d'abord du business. Ça va ensemble, quoi. C'est indissociable. On ne peut pas dire il y a la médecine, ça va ensemble. Donc si c'est un business, normalement, on doit condamner ceux qui ont fait des business illégaux. Oui, mais ils se débrouillent toujours pour que ça soit légal. Ils se débrouillent toujours. La présidente de la Commission européenne, elle a fait un micmac, elle a tordu le bras au ministre de la Santé pour les vaccins Covid. Elle a mélangé 2 législations, elle a fait une espèce de mayonnaise avec ça. Vous parlez de Ursula von der Leyen. Oui, qui est illégale pour leur faire accepter de dédouaner les fabricants de toute responsabilité civile et financière, juridique, financière sur les vaccins indésirables de vaccins. Mais c'est illégal, mais c'est devenu légal, parce que de toute façon, c'est le pouvoir qui fait les lois. C'est ce qu'il veut avec les lois. Entre parenthèses, par rapport à Ursula von der Leyen, elle a touché 200 millions de bénéfices, d'intéressement, justement, qu'elle a vendu. Ça, moi, j'ai pas fini là-dedans, c'est pas mon domaine. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais voilà, déjà. Peut-être si tu me permets, Yann, pour compléter la question que je vous posais, madame, je suis un représentant des victimes de vaccins, d'accidents vaccinaux. Nous avons 28 ans d'expérience et pour répondre à votre question sur les conséquences liées aux vaccinations sur les enfants, on a bien sûr des petites victimes. On a des parents qui ont perdu leur enfant liés à des vaccinations et les procédures juridiques sont en cours. On a des phénomènes de déménalisation, par exemple, au niveau des enfants. Et vous parliez du garde d'asile, qui est un vaccin très problématique. Hélène, tu viens de me rappeler que les autorités françaises ont arrêté le chikungunya, le vaccin contre le chikungunya actuellement après 2 morts. Et sur le vaccin garde d'asile... Après, au-dessus de 65 ans, il est toujours recommandé entre 18 et 64 ans. Voilà, pour certaines catégories, bien sûr, de la population. Et le vaccin garde d'asile que vous évoquiez, monsieur, a entraîné 1000 effets secondaires graves, dont des décès concrets. Et nous avons des témoignages de victimes très impactées, des familles, évidemment, qui sont endeuillées d'avoir perdu leur enfant lié à une vaccination contre le garde d'asile. Donc vous voyez, on a 2 poids 2 mesures actuellement en France. Il faut que nous soyons vraiment dans des enjeux de prévention et qu'on n'attende pas effectivement une pharmacovigilance passive, puisqu'on a des réalités humaines de gens qui ont des problèmes de santé, qu'il faut agir évidemment beaucoup plus rapidement, comme c'est le cas, et en plus on félicité pour le chikungunya, le vaccin contre le chikungunya, bien qu'effectivement il y ait encore des catégories de population qui sont vaccinées. Alors, vous avez 64 ans et 5 mois, vous passez 65, il y a une d'efficacité du vaccin. Voilà. Donc la réalité, c'est aussi des petites victimes. Merci. Les vaccins de chikungunya, je ne savais pas que ça existe, je vous avoue, parce que je n'étais pas au courant. Et, si on a encore à nouveau découvert un vaccin, je me pose encore la question.
faire un parallèle, comme le docteur Fouché dit souvent, faire un parallèle entre les pizzas Buitoni, et on a arrêté la production de pizzas Buitoni pour tout cas soupçon de parasites dans les pizzas. Et là, on a tué des gens et on continue à tuer des gens. Pour moi, c'est clair. Comment on peut expliquer ça? Le business, les enjeux financiers. Toujours au business. Les enjeux financiers, la corruption après, mais d'abord c'est les enjeux financiers. Là, nous, on demande le retrait des ARN anti-Covid. On a fait une conférence de presse à Paris, on a déposé des lettres officiellement de l'autorité de santé. Mais on sait très bien qu'en face, il y a des enjeux financiers énormes, puisqu'il y a des milliards qui sont en jeu. Ils ont construit des usines à ARN dans le monde entier. Maintenant, il faut les faire tourner. Donc il faut que la résistance vienne de la population. Si la population refuse ces produits, ben on n'arrivera pas à lui fourguer. Je vous rappelle que là, vous avez pour parler du monde entier, qu'on va faire ça au monde entier. Il y a des usines partout. Justement, entre parenthèses, il y a cette loi qui est en train de se mettre en place par rapport à l'OMS. Pour prendre la souveraineté sur les peuples, pour déclarer les pandémies. Mais il n'y a pas besoin. Bon, c'est très bien de lutter contre le traité OMS, mais il faut voir qu'en Europe, c'est bien pire que l'OMS. La Commission européenne, elle a déjà un règlement européen qui date de novembre 2022, qui est équivalent au traité OMS, c'est-à-dire prise de contrôle sur les systèmes de santé européens par on ne sait pas qui, par des experts qui sont l'industrie pharmaceutique en fait. Là, on se pose la question, est-ce qu'on peut avoir encore confiance dans toutes ces autorités de santé? Non, non. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que dans les fonctionnaires qui sont dans ces autorités, il y a des gens très bien qui font leur travail. Par exemple, à l'Agence européenne du médicament, ils ont fait leur travail, ils ont montré le problème avec les vaccins ARN, mais au-dessus, au niveau politique, les dirigeants, ils ont donné l'autorisation. Donc, il y a encore des fonctionnaires honnêtes, mais au niveau politique, Aix-en-Provence. Bonjour, je suis Sonia, je représente Verity France, on est sur Aix-en-Provence. Aujourd'hui, ne la filme pas, je filme ses pieds, ne la filme pas. Aujourd'hui, on a une personne qui va venir témoigner de ses effets secondaires. Donc pour pour pas qu'on la reconnaisse, on va filmer ses pieds et elle va dire qu'elle est aujourd'hui qu'elle a des effets secondaires dus à cette injection Covid-19. Elle va expliquer un petit peu. Hein, voilà. Non. On va respecter son choix. Non, on ne filme pas. C'est la personne qui filme, on ne filme pas la madame. Comme ça, c'est clair. Reste derrière, voilà. On va baisser. Tu peux témoigner, s'il te plaît, tu parles fort. Excusez-moi. C'est compliqué. Il faut parler un peu plus fort, s'il vous plaît. On m'a diagnostiqué une maladie auto-immune et peut-être une deuxième, mais je n'arrive pas à reprendre le travail depuis. Ma vie, entre parenthèses, ma vie d'avant, alors que j'ai que 33 ans. Voilà. Pourquoi vous avez fait ces injections? Tout simplement parce que je voulais continuer ma vie normale, de sortir avec des collègues. Surtout que j'allais en formation à ce moment-là, donc pour ne pas rester toute seule dans ma chambre et pouvoir profiter de cette formation, voilà. De aussi voir mon père qui venait du Nord-Pas-de-Calais pour pouvoir sortir avec lui. Enfin, bref, c'était bête de ma part. Surtout que j'étais un peu sceptique aussi au départ, mais j'ai sauté le pas bêtement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'impression qu'on s'est moqué de vous? Ah bah si, clairement. Si, clairement, mais le pire c'est que je sentais qu'il y avait anguille sous roche parce que bon, j'ai toujours été de nature un peu méfiante. Je connais les enjeux financiers de ces grands organismes, etc. Mais bon, j'ai sous-estimé leur capacité à mépriser autant les gens, quoi. J'étais naïve, encore un peu. Est-ce que vous êtes suivi aujourd'hui justement à cause de vos effets secondaires? Alors pas en tant que tel, comme si j'avais des effets secondaires, c'est pas reconnu officiellement. Quand j'en parle au docteur, c'est un petit peu esquivé. Moi-même, j'insiste pas trop là-dessus parce que je sais que les médecins sont très mal à l'aise avec la question. Je suis suivie par un interniste, un rhumatologue qui me suivent dans le cadre des maladies qu'on m'a diagnostiquées petit à petit, mais sans parler aucunement du vaccin ou de quoi que ce soit. On peut savoir quel âge vous avez? J'ai 33 ans.
Aujourd'hui, vous avez 33 ans. Est-ce que votre vie, depuis que vous souffrez, a changé? Oui, clairement. Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu mon travail. Enfin, pour l'instant, je suis en arrêt, mais je crains ne jamais pouvoir reprendre. J'ai peur de ne pas pouvoir fonder de famille. Ça, je n'ai pas encore vraiment essayé, donc je croise les doigts. Mais j'espère que ma santé me permettra de m'en sortir, quoi. Alors, encore une question. Point de vue financier, comment vous faites pour vivre si vous ne travaillez plus aujourd'hui? Alors pour l'instant, on va dire que je m'en sors parce qu'il y a la mutuelle qui me couvre par rapport à l'arrêt maladie. Mais je sais qu'à partir de 3 ans, je vais peut-être être placée en invalidité. Donc tous les efforts que j'aurais fournis pour avoir le poste que j'ai acquis, je préfère pas préciser lequel, tout sera jeté par la fenêtre. Voilà. Est-ce que vous avez saisi les autorités? Est-ce que vous êtes allé porter plainte? Est-ce que voilà, comment vous vous manifestez pour vous faire reconnaître? Pour l'instant, je fais rien de spécial. Je préfère faire profil bas. En fait, c'est peut-être un peu ce que la plupart des gens font, malgré tout, malheureusement, parce qu'on sait que si on en parle, ça peut être très mal vu. J'ai peur de perdre mon travail quand même, d'avoir des ennuis, parce que je travaille quand même dans une administration. Et je sais que c'est peine perdue, en tout cas pour l'instant, je préfère voir un peu comment ça évolue. C'est aussi pour ça que je suis venue vous voir aujourd'hui, c'est pour avoir un peu d'informations sur le sujet, quoi, s'il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des associations qui se sont montées justement pour défendre les victimes comme vous, qui sont atteintes d'effets secondaires? Oui, j'ai vu qu'il y avait des associations telles que Verity France ou d'autres, AVC Victimes, je ne sais plus exactement le nom, pardonnez-moi, sur Twitter, X, etc. Et du coup, je vois un petit peu ce qui se passe dans le monde. Je sais que dans le monde, ça commence un peu à sortir, tous les scandales, mais en France, c'est encore très tabou. Voilà, quoi. Est-ce que vous avez fait des remontées à la pharmacovigilance de vos souffrances? Alors là, pas du tout, parce que déjà pour être connue, être diagnostiquée de la maladie auto-immune que j'ai eue, c'était un peu compliqué, parce que quand on est une jeune fille, bon, déjà on dit beaucoup que c'est dans la tête, que c'est une dépression, que c'est ci, cela. Déjà ça a été compliqué de me faire reconnaître pour pouvoir m'en sortir par rapport à mon arrêt, la reconnaissance de mon handicap. Donc une chose à la fois, et c'est vrai qu'on est un peu fatigué aussi. Donc déjà la vie de tous les jours est un combat quotidien, donc j'avoue ne pas avoir la force pour l'instant d'aller jusque-là. Comment vous envisagez l'avenir à 33 ans? Je garde espoir parce que bon, voilà, le but c'est de continuer à vivre malgré tout. J'ai toujours été une battante et bon, des fois je sombre un peu dans le désespoir et j'espère surtout réussir à fonder une famille. C'est surtout ça qui me fait peur. Alors cette jeune fille, on va la surnommer Émilie, elle reste dans l'anonymat par rapport à son travail. Elle ne peut pas montrer son visage. En tous les cas, on va la remercier d'être venue porter son témoignage en espérant qu'il y en aura d'autres qui viendront témoigner. On te remercie beaucoup et courage à toi. Bon, et j'espère que vous allez vraiment me flouter, s'il vous plaît. Merci. Ne t'inquiète pas, Mais ton c'est visage soulage. sera pas Ça soulage le partage. Merci Voilà. beaucoup. Et merci de me flouter, surtout. Vous êtes courageux d'exprimer, mesdames. Merci Émilie. Merci. C'est très gentil, merci beaucoup. Donc des décès des parents endeuillés qui ont perdu leur enfant lié à cette vaccination Gardasil, et on continue à faire une promotion auprès de nos adolescents, à leur exposer à un vaccin qui présente des composés aluminiques évidemment extrêmement toxiques. On le sait bien, on les enlève dans des déodorants transdermiques et on les injecte chez les adolescents. Donc il y a un moment, il faut effectivement que nous prenions en compte collectivement la question des victimes de vaccins et que le collectif et que l'industrie pharmaceutique nous aide à indemniser les victimes qui payent un prix fort de ces vaccinations, quel que soit le choix qu'on fait. Les médecins ont aussi tout intérêt à faire bouger un certain nombre de choses parce que les victimes vont commencer à les attaquer pénalement, bien qu'il y ait un corporatisme des professionnels de santé sur ces questions-là. Il faut bien savoir qu'ils engagent comme leur responsabilité, comme les établissements de santé qui font la promotion d'un produit de santé, comme on a vu avec les vaccins ARN Covid, qui n'ont pas montré leur innocuité et qui exposent la population à des risques majeurs. Donc à un moment, la ligne rouge est dépassée, surtout quand il s'agit d'enfants. Nous n'oublions pas évidemment les personnes d'un certain âge qui sont exposées à des produits qui éventuellement
vont présenter une petite réponse immunitaire pendant quelques mois, mais qui les expose avec la protéine spike, par exemple dans les vaccins anti-Covid, à des problématiques importantes. Donc voilà, on remercie bien sûr les associations nationales qui se sont créées, à Victimes, Verity France bien sûr, qui aident à participer à cette prise de conscience collective, et bien sûr aux scientifiques qui ont payé le prix fort parfois de leur combat, et de pouvoir témoigner et surtout d'étudier, de travailler bénévolement pour montrer qu'effectivement on peut à un niveau préventif avoir une pharmacovigilance active et ne pas attendre effectivement qu'il y ait trop de victimes. Évidemment l'idéal c'est qu'il n'y en ait pas beaucoup, et là il y a une réponse des autorités françaises sur la question des vaccinations contre le chikungunya, avec le vaccin contre le chikungunya. On attend que cela se fasse au niveau des autres vaccins. Pour ne pas être trop long, nous demandons qu'il y ait une pharmacovigilance active, et que par exemple, comme en Angleterre, il y ait une yellow card, c'est-à-dire qu'en vaccinant, on ait tout de suite un répertoire des effets indésirables graves pour que la pharmacovigilance soit active, et on demande aussi à ce que les autorités publiques aient des moyens de faire leur travail pour effectivement faire remonter ces effets indésirables. Donc merci à la mobilisation et merci aux victimes qui acceptent de témoigner publiquement de leur parcours. Nous avons bien sûr des témoignages au REVAV et des victimes qui témoignent publiquement de ces questions-là. Et merci également aux scientifiques qui payent parfois le prix fort à ce débat démocratique. Voilà. Excusez-moi, bonjour. J'ai encore une question pour le docteur Louis Fouché. Ah, pardon. La question, c'était... La question... Pardon. Oui, après, parce qu'ils vont nous enlever. Oui, d'accord, merci. Normalement, tu as sol. Je participe au conseil scientifique indépendant, des agora de chercheurs, des scientifiques, de médecins, exemple conflit d'intérêts, je ne touche pas d'argent dans l'industrie pharmaceutique, c'est quand même assez rare pour être souligné. Et puis je suis le délégué général des Enfants d'Hippocrate, une association qui s'est constituée pour essayer de recréer un lien entre les tutelles institutionnelles, les victimes d'événements indésirables et d'effets secondaires, les scientifiques, les chercheurs, les médecins et les citoyens. On a l'impression que maintenant chacun est dans son silo idéologique, on est comme enfermés les uns les autres, c'est comme si on n'arrivait plus à se parler. Et là, je suis très reconnaissant à Verity et aux différentes associations à victimes de faire des événements comme celui-là. Vous voyez des photos de victimes qui sont exposées face au public sur un endroit de grand passage, le Mirabeau, la Rotonde à Aix-en-Provence. Et ça permet à beaucoup de gens de s'arrêter, de pouvoir discuter et enfin de pouvoir parler de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent, parce que tout le monde fait semblant que ça n'existe pas. On est comme dans un grand déni collectif, on est comme dans un grand moment où tout le monde s'en fout. Les médecins sont comme les trois petits singes, vous savez, ils se bouchent les yeux, les oreilles et la bouche. Et non, tout va bien avec les vaccins ARN anti-Covid, à tel point qu'on a mis en place une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid ce printemps. Tenez-vous bien, c'est quoi la raison? C'est pour l'imprévisibilité de l'épidémie estivale de Covid-19. Donc il faudrait que toutes les personnes âgées, les femmes enceintes, les jeunes, etc., les personnes fragiles, pardon, tous les gens immunodéprimés se vaccinent, alors même qu'on sait que c'est ces gens-là que ça ne marche pas, et que ça ne marche pas, ils n'ont aucun effet bénéfique, et par contre ils ont tous les effets secondaires. Donc là il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. L'ANSM a convenu elle-même qu'il y avait environ 200 000 événements indésirables qui avaient été recensés en France suite aux vaccinations anti-Covid, dont 25% de graves, c'est-à-dire 40 à 50 000. Là, c'est les chiffres de l'ANSM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne, enfin, il y a un événement indésirable pour 1000 injections. 1000 injections. Chaque personne a reçu environ 3 injections en moyenne. Ça veut dire qu'il y a une personne sur 333 qui fait un événement indésirable. Ça, c'est juste du jamais vu dans une campagne, quel que soit le médicament, et ça nécessite le retrait du marché en urgence de ces médicaments pour les effets secondaires. Mais évidemment, il y a la reconnaissance des victimes et le fait de travailler avec eux pour pouvoir commencer à ce qu'ils soient remboursés par l'ONIAM, à ce qu'il y ait des traitements qui soient mis en route, à ce qu'il y ait un diagnostic plus précis qui soit mis en route. Et nous, on milite et on a demandé aux tutelles institutionnelles d'accélérer le développement de dosage de la protéine Spike dans le sang et dans les tissus, parce que c'est quelque chose qui est très facile à faire, on va dire. On pourrait facilement le mettre en œuvre et qui permettrait de savoir si les gens continuent à cracher de la Spike longtemps après leur injection, parce que là, ce serait un signe qu'ils sont encore malades. Et il y a une toxicité propre de cette Spike qui a des effets pro-thrombogènes, pro-inflammatoires, pro-amyloïdes. Et donc si les gens en crachent, qu'elles soient virales ou qu'elles soient vaccinales, c'est quelque chose qui ne va pas. Il y a plusieurs études qui ont montré que plus de 17 mois après les injections anti-Covid, les gens continuaient à en avoir dans leur circulation sanguine. C'est une étude qui a été faite par l'université de Yale
chez des gens qui étaient porteurs d'un syndrome post-vaccination, c'est-à-dire qui étaient en gros dans une polymalphrotose avec polymalphrotose post-vaccination. Jusqu'à 17 mois après, ils continuaient à en cracher. Il y a une autre étude qui a montré que dans les accidents vasculaires cérébraux hémorragique, c'est-à-dire le moment où ça saigne dans le cerveau, pour faire simple, il y a deux types d'accidents vasculaires cérébraux, ceux où on bouche une artère dans le cerveau, et donc une partie du cerveau meurt en aval, et d'autres où on saigne dans le cerveau et ça inonde de sang le cerveau et ça abîme le cerveau. Donc que dans cette partie-là, et ben jusqu'à 700 jours après, 708 jours après, ou c'est l'inverse, c'est 7 mois dans celle-là, on retrouve de la spike vaccinale et virale, de l'ARN vaccinal ou viral en fonction des cas. Tout ça, ça veut dire qu'il y a comme un impensé pour le moment d'un certain nombre d'effets secondaires et qu'il faut qu'on aille étudier ça de plus près et qu'il faut que les tutelles nous aident. Les tutelles, c'est qui? C'est la Direction Générale de la Santé, le ministère de la Santé, le Premier ministre, les différents conseils de l'ordre, qui doivent informer les médecins de l'existence de ces événements indésirables. Et que là, vous allez dans la rue, vous demandez aux médecins qui passent, et il va y en avoir, hein, à Aix-en-Provence, ça va, c'est une ville bien huppée, bien bourgeoise, donc il va y avoir des médecins bien habillés qui passent le week-end et, sur le pont Mirabeau. Et vous leur demandez combien il y a eu d'événements indésirables suite au vaccin anti-Covid. Ils en savent rien. Ils vont juste vous dire, c'est sûr et efficace pour 95% d'entre eux, j'en suis sûr et certain. Ça veut dire qu'il y a un défaut d'information, or c'est le travail même de la NSM et de la Haute Autorité de Santé. On milite pour ça, le retrait du marché de ces produits immédiats qui sont insuffisamment sûrs, trop toxiques et qui ont des défects de qualité majeurs, dont peut-être Hélène va nous parler, et trop d'effets secondaires, donc la reconnaissance des victimes, le soutien aux victimes, à la fois psychologique, financier et médical, qu'elles sont abandonnées pour le moment. Merci Louis. Moi je suis une pharmacien biologiste retraité.